D'avoir une. Ça va être une élection. Moi, j'ai jamais autant eu hâte à une élection. J'ai 32 ans. C'est sûr que je ne peux pas non plus me référer aux années 80 ni aux années 70, mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention il y a quelques semaines. C'est René Verret. René Verret, c'était le candidat des libéraux dans Louis Hébert. On l'avait présenté comme un candidat vedette. Parce que c'est qui ça, René Verret? C'était l'avocat qui avait réussi à finalement faire enfermer Guy Turcotte. Oui, parce qu'il y avait eu un premier procès, il y avait eu non-responsabilité criminelle, on avait envoyé Guy Turcotte à Pinel. Et là, René Verret, dans le deuxième procès, avait joué un rôle important. Et donc, c'est un avocat de la région de Québec, très connu, très apprécié. C'est un gars qui se fait même reconnaître à l'épicerie. Et là, les libéraux disaient « Ah, c'est lui, notre candidat. » Et il s'est désisté. Il s'est désisté en disant, finalement, vous savez, moi, j'ai plus 40 ans, j'ai 66 ans, je dois me rendre à l'évidence, malgré toute ma volonté et mon désir de servir, je n'ai pas l'énergie ni la disponibilité pour m'investir, Moi, ma lecture était différente, carrément. Dans les sondages, on voyait que les libéraux ne réussissaient pas à séduire le vote francophone. Le vote francophone, à Québec, c'est important de l'avoir, là, parce que si tu ne vas pas chercher le vote immigrant et le vote anglophone, puis c'est suffisant pour gagner une circonscription. Moi, je pense que, et c'est pas le seul candidat d'ailleurs à se désister dans les dernières heures, les libéraux ont de la difficulté à recruter. C'est bizarre, ça, parce que généralement, c'est pas un parti qui a de la difficulté. Mais là, avec ce qui se passe dans les sondages, le profil qu'on attire, généralement, c'est des gens de carrière, c'est des professionnels, c'est des gens qui savent comment mesurer les risques. C'est moins un projet, le fédéralisme canadien et se lancer pour le Parti libéral, c'est moins un projet de cœur que de se lancer, par exemple, au PQ. C'est plus un projet de tête. Et donc, la tête leur dit « Ouh! » Peut-être pas la bonne foi, là. Non, t'as raison. En fait, c'est ça l'idée. J'allais dire, la CAQ a un peu aussi le même problème en ce moment. On a vu les 33 députés, des ministres qui ont décidé de ne pas se présenter. Puis c'est toujours qu'est-ce que tu offres comme projet. Puis tu sais, avant, simplement de dire, c'est le projet du non, puis on est un parti fédéraliste, c'était suffisant. Puis là, on se rend compte que, les électeurs, peut-être qu'ils sont un petit peu plus exigeants, puis disent, est-ce qu'on veut une incarnation? Est-ce qu'on veut aller plus loin? Puis, est-ce qu'on retrouve ça en la personnalité de Charles Milliard, même si, il se démène puis il essaye, mais tu vois que ça a été entaché aussi avec toutes les histoires de Brownie, ces choses-là, je pense que ça reste quand même un petit peu dans la gorge de beaucoup de Québécois qui se disent, j'ai-tu le goût vraiment d'aller vers ça? Puis, tu sais, il y en a qui sont pas plus fous que d'autres, là, qui tu y vas par calcul de probabilité, puis ils se disent, finalement, j'ai peut-être moins de chance que je pensais qu'on aurait un air d'aller, puis on se désiste. Donc, il y a cette idée-là aussi que ça n'arrive pas nécessairement à attirer tant que ça. En tout cas, on va en parler notamment avec Nick Payne aujourd'hui, qui s'est penché sur cette question-là. Est-ce que Nick est avec nous? Nick est en studio, il faut qu'il rentre. Là. Viens-t'en, Nick. Nick. Des autres candidats qui se sont désistés, il y a le maire de La Chute, Bernard Bigras, Denis. Donc, La Chute, ça, c'est pas loin de Saint-André-d'Argenteuil. C'est très libéral dans ce coin-là. Là. Moi, ma grand-mère habitait là-bas, je me rappelle. C'est en canton, là-bas. Il y a beaucoup d'anglophones également. Donc, on s'est désisté. Il y a un autre candidat dans la circonscription de Côte-du-Sud. C'est très difficile, par exemple, pour Charles Milliard en ce moment. Je comparerais sa tâche à celle qui attend Christine Fréchette. C'est des nouveaux chefs. Sont nouveaux, là. Christine Fréchette, ça fait quelques mois. Charles Milliard fait moins d'1 an. C'est difficile de se faire connaître, de travailler sur la plateforme, de rencontrer les exécutifs. Oui, mais tu ne me feras pas pleurer, là. Je ne sais pas que je vais me faire pleurer. Mais tu me feras pas pleurer. C'est juste Attends, Mark Carney, regarde en très peu de temps qu'est-ce qu'il a réussi à faire aussi. Tu me diras c'était plus facile. Il y a eu un contexte international. Oui, je vais te dire ça. Mais ça lève pas non plus tant que ça. Non, mais je veux dire, Charles Milliard aurait pu surfer là-dessus. L'incertitude, de bâtir cette nation unie devant le péril référendaire, selon lui. Je fais de l'ironie. Des fois, les gens ne comprennent pas toujours que je fais de l'ironie. Ils vont apprendre à me connaître un peu, puis je peux être ironique des fois. OK? Donc, c'est ça. Donc, c'est peut-être le péril, tu vois, le grand péril référendaire et tout. Il aurait pu surfer là-dessus. Tu penses pas que tu peux simplement là, dire, regarde, nous, on est ce parti-là, on incarne ça. Il y a aussi des conservateurs qui les chatouillent un peu là, dans la région. Je sais pas. Regarde, les libéraux étaient au pouvoir depuis 10 ans. Mm-hmm. Donc, il y avait toute la machine gouvernementale, il y avait toute la machine qui était bien huilée. Je pense que c'est... Peut-être que ça serait, normalement, on pourrait comparer la tâche de Fréchette à la tâche de Mark Carney. Mais je pense que Charles Milliard a véritablement un défi en ce moment. Le défi de recrutement,
le défi d'exister, de présenter des idées. Je ne sais pas comment il fait pour dormir. Oui, présenter des idées, je suis d'accord avec toi. Ça ne suffit pas manifestement aujourd'hui juste de dire, on est ce parti-là, il faut qu'il incarne des choses. Puis en ce moment, c'est un petit peu le désert, là. Nick, bonjour. Salut, vous deux. Salut. Pour ne pas dire vous trois, parce que vous deux, vous faites plus que votre somme. De la somme des partis. C'est ça. Il y en a un qui a parlé de ça, d'ailleurs. De la somme des partis, oui. M. Carney. Oui, exactement. Oui, bien, est-ce que ça vous étonne? Alors, c'était la Fête du Canada, joli discours patriotique. Et aussi, en marge de ce discours-là, Carney, dans la journée, a parlé d'un pays qui s'est bâti sur la conciliation et la bonne entente plutôt que l'assimilation et la domination, quelque chose comme ça. Exactement. Là. C'est très drôle, parce qu'évidemment, c'est pas vrai du tout, mais on n'est pas étonné. Carney avait tenu ce genre de discours à la Citadelle de Québec, là, où il parlait d'une œuvre de collaboration qui avait commencé sur les plaines d'Abraham. Imaginez, il faut quand même faire vouloir, tout court, pour réécrire l'histoire comme ça, mais ça nous dit deux choses. Premièrement, Carney est au sommet de sa popularité et de son sentiment de pouvoir faire et dire à peu près tout ce qu'il veut. Il fallait le voir au défilé de la fierté. Est-ce que c'était à Toronto? Oui, c'était à Toronto. Célébré comme un joueur de football qui venait de marquer un toucher lorsqu'on l'a arrosé. Mais Karima aimait ça. Le concept. C'était très clair. Karima trouvait ça super approprié. Oui, c'est ça, exactement. Non, mais c'est lui, l'étiquette, se faire arroser. Oui, sa belle chemise rose était toute mouillée. Il en demandait encore plus. Il s'est approché du jet, puis ensuite il a fait danser trop. On a regardé les images, parce que sur le coup, en tout cas, parenthèse. Mais bref, ça s'inscrit là-dedans. C'est-à-dire qu'il ne porte pas à terre en ce moment, M. Carney. Oui, il marche sur les eaux. Et à la clé de tout ça, de ce moment que vit M. Carney, il y a cette entreprise. C'est ça qui marque jusqu'ici l'ère Carney. C'est une entreprise jamais vue, à mon sens, depuis plusieurs décennies, de consolidation et de construction d'une identité canadienne. Je trouve qu'on passe vite là-dessus, souvent, là, dans le regard qu'on fait sur la période Carney, parce que sinon, pour le reste, là, les résultats concrets sont pas là pour le moment. Carney, c'est un produit, c'est comme un jouet neuf dans sa boîte, puis on le trouve beau, puis on l'aime, on se l'est procuré, puis on est content de notre achat, mais il n'a pas fait ses preuves encore. Je dirais que c'est un jouet qui garde sa valeur aussi longtemps qu'il est encore dans la boîte. Dans la boîte. Les jouets, il ne faut pas les sortir de la boîte. On ne veut pas sortir le Carney de la boîte. Puis là, tu t'aperçois que c'est écrit « fait en Chine », puis là, finalement, il y a des morceaux qui manquent. Non, mais il y a quand même quelque chose. Moi, je pense qu'effectivement, il y a un tournant. Moi, je pense qu'il a une vision. Et en ce moment, on regarde effectivement le contenant, puis on se dit, il paraît bien, il part à l'international, il y a une prestance, puis il faut lui donner ça, il y a une prestance naturelle, il y a ce côté, il le présente bien, comme on pourrait dire des fois. Mais c'est une marque, oui, c'est un concept, mais Carney. Derrière ça, moi, je pense qu'au contraire, c'est qu'il y a quelque chose de redoutable dans la mesure où son concept de bâtir le Canada, c'est d'une vision très centralisatrice, il y a une grande fermeté, c'est de l'ordre de l'imposition aussi, tout à fait. Et peut-être même d'une forme autoritaire. Je dis pas une question d'emprisonner les gens, c'est pas dans ce sens-là, mais une vision assez autoritaire, c'est-à-dire que c'est une vision assez unique de ce qu'est le Canada qui fait fi des particularités, au contraire, des particularités des différentes provinces et particulièrement du Québec. C'est anti-affirmation du Québec. Tu viens de mettre le doigt très exactement sur les choses, sur les vraies affaires en ce qui concerne Carney. C'est-à-dire qu'on nous le présente comme étant quelqu'un qui a une vision du Canada dans le monde par rapport, évidemment, aux États-Unis d'Amérique en premier lieu, mais en fait, Carney, c'est d'abord à l'intérieur que ça se passe. C'est une vision de la gouvernance et de la façon dont ce pays-là doit être mené, comme tu le dis, très centralisatrice, très patriote, nationaliste canadienne, en toute négation, bien évidemment, de la spécificité québécoise. Et ça, je pense qu'à terme, ça va finir par faire grincer des dents ici au Québec, mais on n'est pas encore rendu là. Je pense que pour le moment, on est encore dans le tout nouveau, tout beau. Et puis ce discours-là, à la Fête du Canada, s'inscrit dans la même chose. Normalement, on ne permettrait pas à un chef canadien de dire des choses pareilles sans qu'il y ait plus d'opprobre que ça, à mon avis. Je suis allé prendre une bière la semaine dernière avec Carney? Toutes sortes de gens qui travaillent ici en plus. Là. Puis il y a quelqu'un qui a dit autour de la table, ils ont leur révolution tranquille, les Canadiens anglais.
Puis je disais, ben voyons donc, ce sont que des promesses. Le TGV, c'est pas garanti que ça va fonctionner. L'espèce de concours de beauté au 24 Sussex, est-ce que ça va vraiment marcher ou est-ce qu'ils vont pas donner ça à un artiste bidon subventionné parce qu'il y a tous les critères de la diversité? Et on m'a répondu, oui, mais au début de la Révolution tranquille, c'était des promesses, puis c'est ça qui faisait vibrer le monde. Et un jour, c'est devenu des chantiers, et un jour, c'est devenu des réalisations, puis aujourd'hui, on est fiers des réalisations. Mais au début, les Canadiens, ils ont juste besoin d'être fiers des promesses. Oui. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un premier ministre qui leur a dit, regardez, on va faire des affaires un peu partout dans le monde. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un qui a dit, hey, on va faire un truc, ça va partir de l'Ouest, ça va s'en aller dans l'Est, ça va s'appeler le Canada. Oui. Mais il y a une différence, c'est que les Canadiens français de l'époque partaient de très loin. Ils étaient moins scolarisés que les Afro-Américains, notamment. C'était dans le Nègre blanc d'Amérique. Il y avait beaucoup de choses à construire. Tandis que Carney, c'est un concept. On va s'affranchir des États-Unis d'Amérique. J'ai des petites nouvelles pour vous, je pense pas, mais pour eux, ça n'arrivera pas. Parce qu'on a une frontière, le Canada a une frontière extraordinairement longue avec les États-Unis d'Amérique. C'est un pôle économique absolument majeur. Malgré toutes les tromperies, là, cette dynamique-là ne se défera pas, ou en tout cas très peu. Contrairement à ce qu'on dit, le marché est déjà très libre à l'intérieur du Canada. Il y avait déjà très peu de contraintes. Pourquoi est-ce qu'il ne se fait pas davantage dans un axe est-ouest? C'est parce que l'axe nord-sud est beaucoup plus payant et prometteur, même maintenant, là. Alors, ça reste des mots, Carney, mais le seul concret qui reste, à mon point de vue, c'est ce dont parlait tout à l'heure Karima, c'est cette construction à l'intérieur du Canada d'un centre plus fort que jamais. Oui, mais quand Dalida chante à Alain Delon, les paroles, c'est parce que le temps a passé, puis que, tu sais, je veux dire, là, les paroles ont été écœurées, mais ça fait juste un an, là. Donc, les Canadiens ne sont pas déjà écœurés de n'entendre que des paroles, parce que, sous Justin Trudeau, c'était même pas ça. C'était l'humiliation à l'échelle internationale. C'était quelqu'un qui dansait, qui avait l'air complètement fou. Là, tu as raison. Oui. C'est une aubaine pour Carney d'arriver après un adolescent en révolte, plus ou moins compétent, qui était le fils de l'autre. Parce que là, soudainement, tu incarnes la fonction comme on n'avait pas vu ça depuis longtemps. Ça lui donne un surplus là, de plus-value à l'intérieur du Canada, ça, M. Carney. Mm-hmm. Mais c'est ça. Mais aussi, tu parlais du marché, puis le marché canadien, juste rappeler, on est à plus de... Les États-Unis, c'est une population au-dessus de 350 millions d'habitants. Donc, il faut quand même rappeler ça, disons, se rappeler tout ça. Mais dirais-tu que... il y a le multiculturalisme canadien, on est évidemment en plein dedans, mais que Carney essaie une espèce de doctrine de Canada First. Il y a les États-Unis First, Canada First. Il veut, à tout le moins, rentrer ça dans notre esprit. Qu'il y a une espèce d'image d'un Canada qui est en reconstruction. Oui, je pense qu'on s'est aperçu chez les libéraux là, que la capacité d'intégration, c'est pas pour rien que même Justin Trudeau en a parlé récemment, est une chose qui existe et qu'à un moment donné, à force d'augmenter toujours les flux d'immigration tout en invitant les gens à ne pas s'intégrer, il finit par y avoir un problème, même lorsque tu es un pays de l'Amérique du Nord anglophone. C'est dire à quel point la chose devient importante aux yeux des Canadiens. Je pense que Carney cherche à, sans renier l'héritage libéral et le multiculturalisme, produire du commun et des symboles et appeler à l'adhésion à la feuille d'érable et au Canada, dans l'espoir, bien sûr, que ça se fera de façon anglo-conforme et que culturellement, la culture finira par, le pouvoir d'attraction de la culture nord-américaine anglaise finira par avoir le dessus. Je pense que oui, on cherche en ce moment à créer davantage d'adhésion à la culture canadienne. Comment t'expliques les multiples désistements au PLQ? On parlait de ça avant que tu arrives. Oui. Moi, j'ai vu René Verret l'autre jour. C'est passé comme dans du beurre. Il a annoncé ça durant une fin de semaine. Il a dit, j'ai 66 ans, je suis pas fait pour ça. Finalement, j'ai révisé ça. C'était juste quelques jours après un sondage où on voyait que les libéraux n'avaient pas le vent dans les voiles. Là, il y en a deux autres. Il était le candidat dans Côte-du-Sud qui a décidé qu'il ne se présentait pas. Le maire de La Chute aussi. Bernard Bigra-Denis dans La Chute. La Chute, c'est libéral là-bas. Lui, il dit, moi, d'abord, il s'annonce, puis après, il dit, là, finalement, les gens m'ont demandé de rester comme maire. Alors, je vais rester. Il faut croire qu'il n'y avait pas pensé avant. Il y a une réponse. Si j'avais 5 secondes pour répondre à ça, sondage. L'avocat de 66 ans dans Côte-du-Sud ou Côte-Sud, il dit « j'ai plus l'énergie ». C'est parce qu'en fait, ce qu'il est en train de nous dire, c'est
les libéraux risquent de prendre le pouvoir quand j'aurai 70 ou 71 ans et par conséquent, moi, j'ai un plan de retraite là, dans ces âges-là. Là, j'ai pas l'intention de m'engager pour aussi longtemps. En fait, c'est mon interprétation. Même chose pour le maire de La Chute qui a déjà une vie politique, qui est déjà dans un poste de responsabilité, qui est probablement aimé de ses commettants, ses concitoyens. Il se lance dans l'aventure libérale, il regarde les sondages, ça lève pas du tout. En tout cas, pas comme ça devrait pour que les libéraux puissent aspirer au pouvoir. Et puis, ce qu'il y a à travers et derrière ça, c'est une crise d'identité. Là. On ne sait toujours pas ce qu'incarne, ce que veut incarner Charles Milliard, qui tarde à s'imposer, à imposer un programme, une identité politique. C'est un peu normal en même temps. Hein? Il est arrivé très tard, M. Milliard, rien que sur une patte. Puis on voit là qu'il a déjà eu fort à faire pour établir des ponts avec son caucus anglophone. Alors, on a l'impression aussi que l'autorité de M. Milliard, contrairement à ce qu'il dit, n'est pas encore installée. Milliard, là, il y a une chose qui le caractérise, c'est de systématiquement faire un peu le contraire de ce qu'il dit. Hein? Il a dit, moi, quand je vais arriver, ça va marcher à ma manière. On a tout de suite vu qu'en fait, ça marchait plutôt à la manière du caucus du West Island ou encore du caucus tout court qui ne voulait pas réintégrer Marois Risky, vous vous souvenez? Ouais. Ensuite, il a dit, je vais faire un plan musclé sur le français qui ne se contentera pas que de mesures accessoires. Bien, en fait, il est arrivé avec très exactement ça, c'est-à-dire le contraire de ça, c'est-à-dire un plan de mesures accessoires qui n'est pas si musclé que ça. Et puis voilà, on pourrait continuer la liste. J'aurai de l'audace, patati patata. On la cherche toujours. Alors ça vient jouer aussi. Il n'y a pas les brownies aussi, les enquêtes de l'UPAC qui sont pas terminées. Ça. Non, mais ça, je me suis... Tu t'appelles René Verret, là. T'es avocat. Ouais. T'as fait enfermer Guy Turcotte. T'es monsieur intégrité. T'as un dossier blanc. Tu te lances pour un parti, c'est pas encore réglé, là, tout à fait. Tu es obligé de se demander si M. Verret sait des choses aussi. Hein? Peut-être qu'il y a des informations qui circulent qu'on n'a pas encore. On est obligé de tirer ce genre de conclusion. C'est ça le problème avec ces désistements, c'est que ça soulève toute une série d'hypothèses qui viennent beaucoup nuire aux libéraux, je pense. Moi, je m'étonne un peu qu'on n'en ait pas parlé plus que ça. Si c'était arrivé à n'importe quel autre parti, imaginez QS, des désistements à Québec solidaire, au Parti québécois, le référendum fait peur, ou je sais pas. Chez les conservateurs de Duhem, ils abandonnent. Mais pour les libéraux, on a été, je trouve, étonnamment silencieux sur ces nouvelles-là. Il faut les mettre en lumière. C'est important ce qui se passe. Là. Mm-hmm. Donc, dirais-tu quand même, parce que, tu sais, la marque libérale, elle est là depuis tellement longtemps. Tu sais, c'était comme, pour certains, là, c'est le gage d'une certaine continuité. Mais est-ce qu'on est à une sorte de tournant politique en ce moment? Pourtant, ça ne devrait pas, parce que les péquistes ont retrouvé des dents en ce qui a trait à leur option. Donc, normalement, ça devrait être bon pour les libéraux. Mais les libéraux ont commis une erreur grave, je pense, en traînant des années avant de se choisir un chef. Ils ont fini par le choisir sur le tard. Et, oups, erreur, Pablo Rodriguez, Brownie, tout s'est écroulé. Alors, ils paient un peu le prix, je trouve, de mauvais choix politiques des dernières années, les libéraux. C'est ça qui est en train d'arriver, parce que normalement, il y a de l'avenir pour eux, là. Merci, Nick Payne. On se voit demain. Salut. Merci.